Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Love & Geek, le podcast autour de la culture geek où l'objectif est d'être subjectif. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes bien installés. Peut-être que vous nous écoutez depuis votre voiture, peut-être que vous nous écoutez depuis votre canapé ou même en train de courir avec des AirPods ou autres casques. En tout cas, installez-vous bien, écoutez-nous parce qu'aujourd'hui on va vous parler d'amour avec un grand A. Et oui, parce qu'au moment où on enregistre, on est en plein milieu du mois de février et le mois de février c'est le mois de l'amour avec la Saint-Valentin. Et qui mieux que le chaton pour nous aider à préparer et à discuter lors de cet épisode. Comment ça va mon chaton ? Eh bien écoute, ça va super bien. J'avais hâte de faire cet épisode parce que si certains me suivent depuis un moment dans le podcast, il faut savoir que la romance, l'amour, les histoires d'amour, c'est vraiment mon truc et que je peux en parler pendant des heures et des heures. Donc j'ai hâte de déblatérer tout ça avec toi. Tu es notre experte et je compte bien te mettre en avant lors de cet épisode, ça va être top. Et puis c'est cool qu'on reprenne un petit peu le micro ensemble, ça fait une éternité. Oui, ça fait longtemps qu'on n'était pas tous les deux. Je suis trop content, et quoi bien. Mieux que deux amoureux pour parler de la fête de l'amour. Exactement, je n'aurais pas pu mieux dire. En tout cas, on a essayé pour ce podcast de trouver la recette ultime des histoires d'amour, les ingrédients indispensables à une bonne romance dans les œuvres geeks qu'on aime lire, qu'on aime écouter, qu'on aime voir. Et je pense qu'on a trouvé un bon petit cocktail. Donc avant de se lancer, Love & Geek c'est quoi ? C'est un podcast entre copains, entre amoureux aussi, entre toute personne qui veut bien discuter de toutes ces passions-là avec nous. Donc si vous voulez nous écouter, c'est très simple, on est relativement dispo sur toutes les grandes plateformes d'écoute habituelles, donc pensez à activer vos notifications. Et puis si vous voulez nous soutenir, un petit commentaire, un petit like, un petit partage ou un bon bouche à oreille, ça fait toujours plaisir. En tout cas, cet épisode spécial Saint-Valentin, les ingrédients d'une romance réussie, c'est parti, jingle. Demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok? 2, 1. On a été très studieux pour ce podcast, on a fait un brainstorming avec le chaton, parce qu'on s'est dit, tiens, allez, comment on pourrait organiser tout ça ? Donc on a réussi à vraiment extirper, élaborer quatre ingrédients qui nous paraissaient obligatoires et principaux dans cette recette. Et on va vous les décrire de façon chronologique. Alors ça paraît pas très sexy comme ça, mais une histoire d'amour, ça commence par une rencontre. Après il y a un développement, il y a une tension qui va monter, il va y avoir des péripéties, il va y avoir aussi des difficultés, il va y avoir une conclusion. Donc on vous a axé tout ça autour de ce schéma-là. Et en tout premier ingrédient que l'on a déterminé ensemble et qui nous a paru assez évident, c'est que sur une bonne romance, généralement, tous les opposent entre nos deux protagonistes. Qu'est-ce que tu en penses, mon chaton ? Moi, j'achète complètement. C'est tout ce que j'adore dans les romances. Deux personnages que tout oppose et même, si je peux aller plus loin, qui se détestent au départ. Ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Est-ce que tu nous parlerais de tes ennemies to lovers ? Complètement. Un bon ennemi to lovers, ça commence par deux personnages qui sont opposés, que ce soit de par leur naissance, que ce soit de par leur métier, l'endroit où ils vivent, leurs convictions aussi. Alors ça, c'est encore mieux. Ou les classes sociales aussi. Ça, c'est un schéma narratif assez utilisé. Et ça, c'est vrai que je trouve que ça marche toujours. C'est vraiment un outil narratif qui peut que marcher. Et je connais pas beaucoup de monde qui aime pas ce genre de topic. C'est la bonne base. C'est la base qui a été utilisée, surutilisée. Je vais pas dire qu'il y a plus aucune surprise là-dedans. C'est quelque chose qui est très classique, mais comme tu l'as très bien dit, ça a toujours fonctionné, ça fonctionnera toujours. Tu nous as concocté un petit exemple ? Oui. Alors, j'ai réfléchi pour essayer de vous trouver des exemples qui étaient pas trop... capillotractés. Oui. Donc, et surtout facile d'accès. Donc, le premier exemple que je vais donner, c'est la série One Day, qui est une série Netflix anglaise, une mini-série de 14 épisodes qui est adaptée du roman
un jour de David Nichols. Merci pour la trad. Voilà. Qui a été également adapté en film il y a quelques années avec Anna Thaoué. Mais, j'adore. Mais vraiment, la série Netflix, elle est incroyable. Et donc là, on commence par deux opposés. Un garçon qui est issu d'une bonne famille, à qui tout réussit, un petit peu un golden boy, et la fille c'est un peu une outsider qui a galéré pour rentrer dans la même fac, et qui est beaucoup plus qui travaille beaucoup, qui essaye de réussir. C'est un peu une self-made woman, alors que lui il a un peu ça lui arrivait un peu sur un plateau. Voilà, exactement. Et donc ça c'est génial parce que forcément ces opposés, il va y avoir une rencontre. D'ailleurs c'est marrant parce que la rencontre elle a lieu à la fin de leurs études, et en fait toute l'histoire ça va être une rencontre, un rendez-vous manqué entre eux, après une amitié, et on va dire toute une vie dans laquelle leur relation va évoluer. Et donc là, ça rejoint également le deuxième point qu'on abordera plus tard, mais un sacré ça a l'air d'une lenteur extrême. Tu m'as déjà perdu. Parce que moi, je m'attendais à juste 2 amours de fac, mais là, t'es en train de me dire que ça se déroule sur plusieurs années. Pas du tout. Pas du tout. Il se fait friendzoner bien correctement, donc c'est vraiment... Et le One Day, pourquoi ? One Day ? Ouais. Ça peut faire référence à beaucoup de choses, parce que le premier rendez-vous manqué, et parce que en fait on va les revoir notamment sur toutes les la série. En fait c'est à chaque fois un jour où ils se revoient, parce qu'ils vont pas être tout le temps en contact. Il y a des moments où ils vont se perdre de vue et ils vont se retrouver. Et One Day, c'est aussi le jour où tout peut basculer, tout peut changer. Donc je n'en dis pas plus, parce que vraiment, c'est une série que je vous conseille de regarder. Il y a un sacré plot twist dedans, donc surtout, je n'en parle pas. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est hyper bien réalisé. La série Netflix, elle est hyper qualitative. Je trouve que la photographie de la série, elle est vraiment magnifique. Les acteurs, ils ont une super alchimie. Et les musiques sont géniales aussi. Donc, très important. Donc, je vous invite à regarder ça, parce que vraiment, ça, c'est pour moi... une très bonne romance, une très belle histoire d'amour, et ça démarre par un tous les oppose que j'aime beaucoup. Il est bien marqué, bien comme on les aime. Très bien, un très bon exemple, ça démarre sur les chapeaux de roue. Mais écoute, moi aussi, je vais te parler d'une série Netflix. Alors c'est beaucoup plus léger, mais c'est une série qu'on adore regarder, et on vous en a peut-être même déjà parlé dans ce podcast-là. C'est Brooklyn Nine-Nine, une série comique qui va mettre en scène un commissariat dans Brooklyn. On va suivre un petit peu toutes leurs péripéties, leur quotidien. Une série qui, donc c'est une série qui a plus de 10 ans maintenant, qui est sortie en 2013. Pour moi, c'est une des séries les plus drôles du monde. Mais c'est une des séries les plus drôles du monde. Alors, on fait une petite parenthèse. Si vous aimez les séries comiques, allez-y, mais sans aucun a priori, parce que vous allez forcément aimer. C'est un petit peu, moi, je crois que je l'avais déjà dit, le Scrubs version police. Donc, très, très bonne série comique. Mais pourquoi moi j'ai choisi ça? Parce que je trouve qu'il n'y a pas plus opposé et contrasté que dans les 2 protagonistes, qui vont être Jake, un des inspecteurs, et Amy, une de ses collègues aussi inspectrice. Pourquoi ça les oppose? Parce que Amy, c'est la première de la classe. Elle est studieuse, elle est lèche-botte, elle est rigoureuse, elle est tirée à 4 épingles, elle se prend très au sérieux. Voilà, rien n'est laissé au hasard. C'est vraiment une personne qui n'est pas comme moi. Et on a à côté de ça, en gros contraste, en effet négatif, le Jack qui va être le clown, le cancre, celui qui se prend jamais au sérieux, qui est négligé, qui est immature au possible. Et ils ont fait un espèce de duo de choc qui tracte toute la série. Et qui marche très bien dès le premier épisode. Très, très bien, parce que ça... La première scène, c'est eux. La première scène, c'est eux, et ça démarre justement sur une opposition. Ils sont tous les deux en compétition pour savoir quel va être le meilleur détective du commissariat. Et on démarre sur ce contraste-là, cette opposition. Leur romance va être assez vite actée. Je crois que
saison 2, c'est déjà plutôt établi. Donc il y aura pas ce grand temps de latence que je n'aime pas trop, on en parlera après. Mais ce qui est bien, c'est que leurs oppositions vont continuer tout au long de la série. Et en tant que ressort de gag, de dynamisme, c'est une super trouvaille et je suis content même qu'ils aient gardé cette opposition jusqu'au bout parce qu'ils vont être amoureux et se soutenir malgré leurs différences. Et j'ai trouvé que c'était un excellent exemple pour tout ça. Qu'en penses-tu ? De toute façon, je suis tout à fait d'accord avec toi et tous les grands, toutes les grandes romances hyper connues qu'on peut avoir tous en tête dès qu'on pense à une histoire amoureuse, je vais dire n'importe quoi, mais je vais dire Roméo et Juliette. Roméo et Juliette, c'est deux opposés. Oui. C'est clairement tous les opposent, leurs familles sont sociales, en guerre. On parlait des familles, on parlait de tout ça. Titanic, c'est encore les classes l'histoire d'amour entre un iceberg, un bateau, c'est vrai que c'est compliqué, quoi. T'es bête. Ouais, c'est vrai. Encore quelque chose qui nous oppose. Non, mais ça, c'est vrai que pour moi, c'est un ingrédient qui est hyper facile quand tu veux démarrer. Oui. Si un jour vous voulez créer votre histoire d'amour, démarrez par ça. Vous êtes sûr déjà que vous allez accrocher le public comme ça. Oui, et puis c'est plus facile de rebondir sur des situations un petit peu cocasses. C'est plus facile de mettre en œuvre des quiproquos. C'est plus facile de mettre en œuvre des situations comiques aussi. Et puis tu sens aussi que du coup, quand tous les opposent à la base, tu sens ça donne plus de profondeur à la possible histoire d'amour qu'il va y avoir entre eux. Okay. Parce que c'est facile d'être amoureux de tout ce qu'on a déjà connu et tout ce qui nous ressemble. C'est facile d'aimer ça. Je pense qu'on s'aime tous un peu nous-mêmes, donc c'est facile d'aimer les choses qui nous ressemblent. C'est beaucoup plus difficile d'aimer ce qui est à l'opposé de tout ce qu'on a connu. Donc en fait, ça donne tout de suite un ressort un petit peu plus intense, un petit peu plus profond à une histoire d'amour. Il y a un monde à découvrir. En parlant d'opposition, 2-3 petites refs aussi. Dan Nadan, c'est pareil. On en a bien déjà assez parlé dans le podcast. Oui. On a Momo et Okarun qui sont complètement opposés par leurs croyances, opposés par leur caractère, opposés par pas mal de choses. Moi, j'ai bien aimé aussi très récemment sur Netflix l'adaptation de Ranma 1/2, où là, on joue clairement sur les oppositions. Filles, garçons, transformation, mariage arrangé, j'aime pas les garçons, j'aime pas les filles. Enfin, c'est une série à découvrir si vous êtes passé à côté lors de votre enfance, tout simplement. Replongez-vous dedans parce que c'était assez coloré, assez pétillant, assez sympa, justement tourné autour de la romance. Je pense qu'on a bien expliqué nos intérêts pour les opposés et on va parler de notre deuxième ingrédient. Je fais la tête parce que c'est un ingrédient que je déteste. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? C'est le slow burn. Le slow burn. Une montée en pression d'une lenteur extrême. Je déteste ça. Alors, je dirais pas qu'il faut que ce soit d'une lenteur extrême, mais je dirais qu'il faut quand même qu'il y ait une montée en pression qui soit régulière et quand même assez lente. Il n'y a rien de pire que deux personnes qui sont amoureux au bout de 2 pages d'un livre ou au bout de 2 minutes d'une série. Et le fast burn, ça n'existe pas ? Oui, ça existe c'est tout vrai à fait. Ça existe tout à fait. Oui, ils finissent jamais ensemble. Si, complètement. Mais c'est souvent sur des livres, je sais pas, j'en lis pas, donc je peux pas te dire, mais en tout cas, oui, ça existe. Et je crois que justement, on évoquait ces histoires de dark romance, de trucs comme ça, c'est un peu le Tu lis pas principe. de dark romance, toi ? C'est pas trop mon truc. Okay. Je préfère donc, les... On va se contenter du slow burn que tu maîtrises si bien. Alors, pour le slow burn, justement, tiens, je vais démarrer. Comme ça, on finira par toi, parce que je pense que tu maîtrises le sujet bien plus que moi. Parce que moi, quand on parle de slow burn, forcément, je reste dans mon univers et ça me fait directement écho sur tout ce qui va être shoujo. Un shoujo, c'est un manga de romance tout à fait classique que peuvent nous fournir les Japonais, parce que un shoujo, souvent, très souvent, c'est lent, avec des personnes qui tournent un peu autour du pot. On fait un pas en avant, un pas en arrière, on s'aime, en fait, je sais pas, et ça monte. Des fois, pour moi, je trouve un peu trop doucement, et je préférais que ça faste un petit peu plus. À un tel point, des fois, je trouve, alors peut-être que je me suis pas dirigé vers les bons, peut-être les bonnes romances, les bons shoujo, c'est que des fois, je trouve qu'on veut tellement faire monter la pression qu'on ne sait même plus, et je pense que les personnages eux-mêmes ne savent même plus si c'est de l'amour, si c'est de l'amitié, si c'est du respect, à un tel point que des fois on s'y perd un petit peu dedans. C'est ce que j'ai ressenti par exemple avec Blue Box,
qui imagine bien mes propos, Blue Ox, c'est un manga qui est publié depuis 2021, où on va mettre en scène Taiki, qui est un jeune joueur de badminton de son lycée, qui est fou amoureux de Shinatsu, qui est la star de basket féminine de son lycée, qui a 1 an de plus. Début de l'histoire, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette Shinatsu, par la force des choses, va être obligée d'emménager avec lui et ses parents pour pouvoir continuer le basket dans son lycée. Donc je vous laisse imaginer un nombre incalculable de scènes, justement de slow burn. Ils se croisent, ils habitent ensemble, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais ça serait bizarre qu'il se passe un truc, et ça tourne autour du pot en permanence. Mais tu as quand même cette petit à petit montée en pression, parce qu'il y a toujours un événement qui fait que un regard, une parole, une analyse des sentiments. Et alors heureusement qu'il y a du sport dans ce shoujo, parce que c'est ce qui me raccroche un petit peu à cette histoire d'amour-là par rapport au bad et au basket. Mais je trouve que ça image bien cette montée en pression avec toutes les questions qui vont avec. Qu'en penses-tu ? Vas-y, dis-nous tout. Je suis d'accord avec toi. Je trouve que le shoujo, c'est même plus du slow burn. À ce moment-là, c'est presque mis sur pause, quoi. Oui. Moi, quand je parle du slow burn, alors je le trouverais plutôt dans tout ce qui est livre ou série ou film. J'avoue que dans le shoujo, c'est peut-être poussé à l'extrême. Mais le slow burn, c'est aussi ce qui va rendre une histoire d'amour crédible. Ok. Pour moi. Je vois. Parce que c'est ce qui va rendre c'est ce qui va faire que toi, en tant que lecteur ou en tant que que spectateur, tu vas un petit peu te mettre à la place des personnages principaux, parce que personne dans la vie va foncer tête baissée et tomber amoureux au bout de 2 minutes. Oh. Ted Mosby. Oui, Ted Mosby, c'est un personnage. Oui, mais on s'y reconnaît un peu des fois dedans. Non, mais c'est vrai que je trouve que cette tension, c'est quelque chose qui donne, encore une fois, de la profondeur à une histoire d'amour. Tous les questionnements que les protagonistes vont avoir, c'est ce qui rend l'histoire d'amour crédible. Pour moi, s'il n'y a pas de slow burn, c'est pas crédible. Oui, mais des fois, tu trouves pas que justement le slow burn est trop alimenté par des quiproquos et des situations manquées qui sont exacerbées? Dans le shoujo, oui, je suis d'accord. Ok. Dans le shoujo, je suis d'accord. Par contre, quand c'est bien dosé, je trouve que c'est hyper crédible. Parce qu'il y a plein de fois où je pense qu'on l'a tous eu dans nos histoires d'amour, de se poser la question, de se dire mais est-ce que je lui plais vraiment? Est-ce que je me fais des films? Ou un rendez-vous manqué, tu arrives en retard, un train n'a pas pu passer, des petites choses comme ça. Oui, ou analyser la situation, analyser chaque fait et geste, analyser un texto, voir les 3 petits points s'afficher quand t'écris un message à quelqu'un, il affiche 3 petits points et puis après il les enlève et finalement il ne répond jamais. Et là tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc oui, non, le slow burn, pour moi, c'est un outil scénaristique hyper important et nécessaire à une bonne histoire d'amour. Surtout que toi, des slow burn, tu dois en lire un paquet sur complètement. ta liseuse. Oui. Et d'ailleurs, waouh, rien n'a été préparé. Et d'ailleurs, j'ai pas préparé ça il y a longtemps parce que j'ai lu ce livre hier. Oui, alors on rappelle à nos auditeurs qu'elle lit extrêmement vite. Elle lit plus vite un livre de 1000 pages que je ne lis un manga. Donc oui, ça peut aller vite. Et donc, j'avais vu des critiques passer sur une romance et je m'étais dit, très bien, je vais la lire pour le podcast. Et franchement, j'ai adoré. Donc, je vous invite à le lire et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, le roman, quand tu vas entendre le titre, tu vas te dire que c'est vraiment une histoire d'amour. Ça s'appelle Better Than the Movies. Ok, oui, ça a l'air... Lynn Painter. Ok. Donc l'histoire, c'est déjà, ça change un petit peu de ce que je lis parce que c'est une histoire qui se passe au lycée. Donc les protagonistes sont hyper jeunes. Normalement, j'aime pas trop ça, mais là, ça marche carrément. Ouais. Et en fait, c'est l'histoire d'une fille qui est complètement accro aux histoires d'amour.
D'accord. qui depuis toute petite s'est nourrie de Bridget Jones, de tous les films d'amour. Alors là, tu as des références dans tout le livre. Tu vas du Miss Détective au Orgueil et Préjugés. Tu n'as pas tout choisi ce ces que- références par Voilà. hasard. Donc bien sûr, c'est déjà de un tout ce que j'adore. Et en fait, cette jeune fille est accro à ces histoires d'amour parce que sa mère était accro et sa mère est décédée. Bref, Ok. donc il y a une histoire un peu de deuil qui est dans le livre et qui est, je trouve, hyper bien faite. Vraiment, la gestion du deuil, elle est super touchante. Et en fait, elle va avoir un de ses voisins qui avait déménagé, qui revient dans la ville. Et elle était trop amoureuse de lui quand elle était petite. Et vraiment, pour lui, pour elle, il incarne le héros des histoires d'amour. Donc, elle veut absolument essayer de trouver un moyen de se rapprocher de lui parce qu'elle est persuadée que c'est l'homme de sa vie. Et donc, pour ça, elle va demander de l'aide à son autre voisin avec qui elle est tout le temps en train de s'embrouiller. Voilà. Je vois le truc venir, Voilà, tu vois le mais truc gros venir. comme une maison. Ouais. J'adore. Ça me fait lever les yeux au ciel. J'espère que vous l'entendez derrière votre micro. Et donc, elle va lui demander de l'aide parce que lui, donc, comme ils étaient tous voisins, il est toujours copain avec lui. Et elle va lui demander de l'aider à séduire ce garçon. Donc, hyper cliché, mais hyper bien écrit. Ça marche super bien. Les sentiments de la protagoniste sont super, surtout que il y a que son point de vue. Moi, j'ai pas terminé le livre encore, mais pour l'instant, je suis C'est écrit avec un jeu. je suis à 90% du livre et j'ai l'impression qu'il y a que son point de vue à elle, ce qui D'accord. change énormément dans ce type de romance parce que souvent on a le point de vue de l'autre et là il y a que elle, donc toutes ses insécurités. Et donc là, le slow burn, il est long parce que déjà il va falloir. Alors déjà, il y a le premier point. Il y a le premier point qui est là, tous les opposent. Hein. Ils sont ennemis depuis qu'ils sont tout petits. Ils s'envoient ils se font des crasses, des sacrées crasses depuis qu'ils sont tout petits. Et donc là, le slow burn, ça va être long parce qu'il va falloir déjà qu'ils se rendent compte qu'ils sont peut-être plus ou moins attirés l'un par l'autre. Donc vous avez compris ce qui va se passer. Elle va forcément tomber amoureuse de celui qui du est censé petit cancre l'aider. qui habite à côté, mais toujours. Voilà, exactement. Toujours. Mais franchement, ça marche hyper bien. C'est hyper léger, c'est touchant, Franchement, c'est un petit bonbon sucré à lire et quand on veut pas se prendre la tête, qu'on rentre du boulot, qu'on en a marre de notre journée, qu'on veut juste décrocher, je vous conseille vraiment ce livre. Un verre de vin, une liseuse et puis c'est parti. Ouais, génial. Mais tu vois, tu parlais de clichés, petit aparté dans le podcast, mais c'est pas parce que c'est cliché que ça sera pas bien. Au contraire, tu vois, je pense qu'il faut mieux un roman ou une histoire ou n'importe quoi qui partent sur des bases vues et revues, mais qui soient très bien maîtrisées, que forcément aller chercher toujours de l'originalité. Une bonne base qui est bien amenée, c'est toujours efficace. L'originalité, c'est cool, mais là, je trouve qu'on en a un stade où aujourd'hui, tu as tellement accès à plein de livres, de séries, de mangas, qu'aujourd'hui, l'originalité, c'est presque de réussir à faire du nouveau avec du vieux. Donc, ça veut dire que tu vas prendre un truc... C'est beau ce que tu dis. Ouais, t'as vu, hein Pas mal. Mais ça, c'est ce que j'ai ressenti avec Better Than the Movies. C'est que j'avais l'impression que c'était une histoire... Alors voilà, un truc de lycéen. Moi, à la base, c'est pas du tout mon truc. Et j'ai lu les premières pages et je savais ce qui allait se passer. Et j'ai trouvé ça quand même génial, hyper bien écrit. Super facile à lire et franchement pas prise de tête. Ouais, c'est assez frais quoi au final. Très agréable. Après c'est ce que c'est, hein, c'est une romance. Hein. En même temps, quand on cherche une histoire d'amour, c'est qu'on veut avoir on veut sourire. Moi là, c'est vraiment un livre qui m'a fait sourire quand j'étais en train de le lire, ça me faisait rire. Donc voilà, je vous le conseille si vous voulez rire. Alors j'irai pas jusqu'à dire que j'irai le lire, mais tu m'as presque donné envie. C'est déjà pas mal. Je vais peut-être réussir à convaincre le public féminin qui nous écoute. Ouais, écoute, on espère en tout cas. Très bien, deuxième ingrédient, check, validé. On va passer à la troisième étape où là on va rentrer un petit peu on va rentrer dans les difficultés, on va rentrer dans le drame, on va rentrer dans tout ce qui peut compliquer une histoire d'amour. Ça va être la romance qui va être plus forte que le destin, qui va être plus forte que les péripéties, qui va être plus fort que tout. Et ça, c'est une étape assez classique parce que dans toute bonne histoire d'amour qu'on connaît, il y a toujours un moment où ça se passe pas bien, toujours un moment où il y a quelque chose qui vient perturber un petit peu l'idylle de nos deux tourtereaux et c'est une étape indispensable à une bonne histoire d'amour.
Complètement. Je commence ? Eh ben allez, c'est parti. Tu m'avais l'air d'avoir envie de parler, donc je t'écoute. Ouais, je suis tout à fait d'accord. En fait, pour moi, c'est la suite logique. Dans toute bonne histoire d'amour, faut qu'il y ait de l'action aussi, parce que sinon, on s'ennuie un petit peu. Et donc, l'action, ça va passer par un imprévu, parce que j'adore les plot twists qui vont venir mettre un petit peu de piment dans la relation et qui vont surtout venir la mettre en danger. Parce que une belle relation où les protagonistes sont amoureux, mais où il se passe rien, en fait, est-ce que c'est une vraie histoire d'amour ? Parce qu'une histoire d'amour, est-ce qu'elle est pas belle que quand elle est dans le chaos et quand elle est justement mise à mal ? Ouais, alors je suis pas totalement d'accord, mais effectivement, tu peux pas te rendre compte de la force d'une romance si tu ne l'as pas mise à mal. Là, oui, je suis d'accord. Moi, je te parle d'une bonne histoire d'amour que tu as envie de lire ou que tu as envie de regarder. Je dis pas que toutes les histoires d'amour doivent être comme ça. Heureusement qu'on vit pas tous tout le temps des drames dans notre vie. Mais par contre, une bonne histoire d'amour, un truc qui va faire que je vais me souvenir de ça et que je vais me dire « Waouh, j'ai passé un moment, ça m'a fait vivre des émotions fortes de regarder ça. » Une bonne histoire d'amour, pour moi, c'est une histoire d'amour où l'amour, il est mis à mal par le destin, par d'autres personnes, par un drame ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est vrai que je trouve que ça fait vraiment partie. Ça, c'est pareil, c'est un ressort narratif hyper important. Mais sans ça, il n'y a pas d'histoire, en fait. Puis il faut dynamiser un petit peu, il faut que le lecteur il sorte des fois du côté lune de miel et plat d'une relation une fois qu'elle est établie, une fois qu'on a passé le stade de l'opposition, que la romance, on va dire, est actée et vécue. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vienne chambouler un petit peu, parce qu'au bout d'un moment, tout le monde s'ennuierait devant n'importe quelle œuvre. Ouais. Et t'as quelque chose à nous citer ? Ah oui, alors là, j'ai quelque chose à vous citer. Alors attendez, le podcast fait 4 heures. C'est parti. Ouvrez grand vos oreilles. Alors c'est une référence qui est assez vieille, je dirais, mais du coup, c'est encore pire si vous la connaissez pas. Et il va falloir de jugement de la part du château. Voilà, il va falloir que vous vous remettiez à neuf. Il voit très bien de quoi je parle. Il s'agit d'une série Netflix que j'adore et qui s'appelle Outlander. Oh là là. Bon sang. On sait que tu l'as regardé que pour la romance, Outlander. Voilà. Non, alors, regarde, je vais t'en parler, pas du tout. Donc, c'est adapté des romans Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon, ou Gabaldon, je sais pas comment ça se dit. Et donc, l'histoire, elle est trop bien, parce qu'en plus, c'est un peu... il y a plein de genres mélangés. Donc, en fait, c'est une jeune femme qui est une infirmière de guerre qui s'appelle Claire, qui va être projetée dans le passé au moment en Écosse, au moment de la guerre d'Écosse. Enfin, elle va être en plein avec des hommes en kilt trop sexy. Enfin bref, je l'explique hyper mal, je le pitch hyper mal, mais je vous assure que c'est génial. Et en fait, elle va rencontrer... En fait, elle est mariée dans sa vie originelle, et elle va rencontrer l'ancêtre de son mari, qui est l'ennemi, qui est complètement méchant et horrible. Donc déjà, je pense que quand il t'arrive ça, t'es hyper interloqué de voir que celui qui a le même visage que celui que tu aimes, il est horrible. Et en fait, elle va rencontrer Jamie Fraser, qui est en fait le héros de l'histoire avec elle, qui est un Écossais pure souche et qui va lui prendre son cœur peu à peu. Donc là, c'est une histoire d'adultère en fait. Ouais, un peu. Donc là, on a tout. On a tous les opposent. Ok. Parce que là, ils viennent même pas du même espace-temps en fait. Donc ils sont vraiment à l'opposé. Donc forcément avec des constructions de leur vie qui sont complètement différentes. Je dirais que le slow burn, il est pas très slow, mais quand même suffisamment pour qu'on se dise oui, ok, bon, elle a des doutes, mais en fait justement, y a vraiment une relation hyper forte entre eux qui va émerger très vite. Et puis du coup le ressort dramatique, il est déjà rien que dans le pitch, c'est que déjà ils ne font pas partie du même espace-temps. Ouais. Donc en fait,
Enfin, on sait qu'il va falloir un moment qu'elle retourne dans son monde. D'accord. Et que lui, il fait partie du sien. En plus de ça, tu as toute une guerre, tout un contexte politique qui est hyper angoissant parce que il risque de se faire tuer, tout ça. Donc en fait, là, on est vraiment sur un drame qui va les empêcher d'être ensemble. Et il va y avoir des situations où elle va retourner dans son quotidien. Sans spoiler, je dirais que oui. Oui. Donc après, comme tu dis, c'est une œuvre qui est pas toute fraîche non plus, donc on peut avancer un petit peu. Donc oui, j'imagine qu'il va y avoir des problèmes liés à la guerre, des problèmes liés aussi à cet espace-temps qui va rendre les choses un peu compliquées. Ouais. Et en fait, ce qui est hyper chouette dans cette série, alors elle date un peu, donc maintenant je pense qu'elle est plus aussi originale qu'il y a quelques années, mais quand moi je l'ai découvert, elle venait de sortir et franchement c'était, enfin déjà tu pouvais la classer dans aucune série. C'était pas vraiment de la romance. Il y avait un petit côté un peu cru comme dans Game of Thrones. Il y avait des intrigues politiques. Il y avait, une romance centrale quand même assez importante, mais il y avait aussi un contexte presque historique en fait, qui était hyper intéressant. Donc déjà, les décors sont magnifiques parce que tout a été filmé en Écosse. Donc les décors, ils sont sublimes. La musique du générique, elle est géniale. Elle a été faite sur mesure et c'est vraiment un mix en fait entre un poème écossais, je crois, et une chanson écossaise hyper connue. Et franchement, rien que pour le générique, je vous conseille de l'écouter. D'ailleurs, quand on entend le générique et qu'on a déjà vu Outlander, on se regarde tous entre nous du genre « Ah ouais, d'accord ». Et du coup, ça a pu peut-être conquérir l'avis d'une autre population. On sort, comme tu disais, peut-être un peu des carcans de l'histoire d'amour qui va s'adresser qu'à une population, même une certaine population féminine. Comme tu dis, s'il y a de l'histoire, s'il y a un petit peu de la guerre, s'il y a un peu de SF dedans, c'est peut-être quelque chose qui peut rameuter plusieurs sous-genres et plusieurs, j'allais pas dire lectorat, mais plusieurs spectateurs. Tout à fait, même si le but apparemment du producteur à la base, c'était réellement justement de donner un petit peu du grain à moudre à toute cette population en fait, de gens qui aimaient ce genre d'histoire, qui lisaient ce genre de livres et qui avait rien qui était fait d'un point de vue cinématographique là-dessus. Et là, Outlander, c'est le premier et le meilleur d'ailleurs. C'est la meilleure adaptation cinématographique, je trouve, en série d'un livre de fantasy. Elle continue cette série ? Ouais, elle continue. Alors, je crois que là, elle va bientôt terminer. Moi, j'avoue que les 4 premières saisons, je les ai trouvées géniales. Il y en a 7 maintenant. J'ai lâché. Mais par contre, les 4 premières, elles sont trop, trop bien. Les 2 premières, je vous en parle même pas. Elles sont incroyables. Et donc, ce qui est vraiment super bien, c'est que c'est aussi presque un petit peu féministe. Parce qu'il y a vraiment ce point de vue féminin. Claire, c'est vraiment une héroïne qui a pas sa langue dans sa poche et qui, en plus, elle est... du coup hyper décalée parce qu'elle est elle doit arriver dans un milieu très masculin, hyper misogyne, etc. Et elle doit foutre un coup de pied dans la fourmilière, quoi. Complètement. Et franchement, c'est trop trop bien, je vous le conseille. Et c'est hyper dramatique. Franchement, c'est des scènes où j'ai pleuré, c'était génial. Oui, je dis que j'ai pleuré, que c'était génial, mais c'était vraiment génial. Ouais, c'était génial. C'était trop couette. Ok. C'était trop couette. Écoute, c'est marrant que tu cites un... Pour le coup, et véridique, on ne s'est pas concerté sur nos œuvres. On aime bien faire ça, où chacun trouve ses exemples dans son coin. Ça permet de faire un débat un peu plus vivant et un peu plus à chaud, sur le vif. Moi, j'ai choisi un jeu vidéo parce que je me doutais bien que tu n'allais pas parler de jeux vidéo lors de ce podcast-là. Tu as raison. Exactement. Waouh, comme je te connais bien. Truc de fou. C'est sûrement un slow burn depuis longtemps qui a fait qu'on arrive à se connaître aussi bien. Bref, parenthèse terminée. Moi, j'ai choisi un jeu qui s'appelle Final Fantasy X, qui est pour moi le jeu parmi les jeux, qui est un jeu qui date un peu également, qui est sorti en 2000-2001. Donc, c'est un jeu qui a 25 ans maintenant. C'est un jeu qui était extrêmement avant-gardiste. Pour les puristes, tout le monde connaît forcément la saga Final Fantasy, qui sont des jeux qui se jouent en un joueur. C'est typiquement les jeux longue haleine, gros scénario, beaucoup de choses à faire. Donc toujours avec un univers très profond, très riche, avec beaucoup de protagonistes justement. Et cette histoire va se dérouler entre plusieurs personnages et notre héros qui s'appelle Tidus, qui est un sportif qui va se faire contre sa volonté complètement tracté et extirpé de son monde dans une réalité future.
qui se passe, je crois, 1000 ans après de ce qu'il a connu. Donc c'est encore un saut dans le temps beaucoup plus intense que ce qu'a fait Claire, mais on reste dans la même thématique temporelle. Mais les voyages temporels, ça apporte un ressort dramatique. Voyage temporel, c'est chouette. très risqué, mais ça peut être une vraie pépite. Ouais. On en parlera encore plus tard. Et ce Tidus va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Yuna, qui est invocatrice, en fait, qui doit tout simplement faire un pèlerinage accompagné de ses escortes qu'on appelle ses gardiens qui vont la protéger. Un pèlerinage où elle va recueillir des forces dans chaque temple partout dans le monde, et l'ensemble de ces forces-là cumulées vont être mises en place pour qu'elle puisse faire son combat final et détruire un fameux gros monstre qui s'appelle Sin et qui sème le chaos et la désolation sur Spira, qui est le monde où évoluent nos deux protagonistes. Est-ce que tout ça se fait à dos de chocobo ? Tout ça se fait à dos de chocobo, se fait avec des bateaux, avec des vaisseaux, avec des longues heures interminables à construire des équipes en réfléchissant. C'est une belle bande son. Il y a tout ce qu'il faut pour faire ce jeu vidéo là. C'est tout ce que j'aime en tout cas, et ceux qui écoutent et qui connaissent, je pense, se reconnaîtront dedans. En tout cas, c'est pour moi le jeu vidéo, comme j'ai dit, que je pourrais refaire et que je refais encore à l'heure actuelle, parce que je suis en plein dedans. Mais pourquoi j'ai choisi cet exemple là ? Parce que nos deux protagonistes sont justement soumis à un destin tragique. Pourquoi ? Parce qu'on va vite se rendre compte lors des péripéties que Yuna, la deuxième héroïne, pour terminer son pèlerinage et pour détruire l'abomination qui est Sin, elle va devoir se sacrifier. On parlait de point de vue, ce qui était très intéressant pour un jeu vidéo, c'est que tout le long du jeu vidéo, on est dans la tête de Tidus. Donc c'est lui qui raconte son histoire. L'histoire commence, on lui dit je vais vous raconter mon histoire. J'ai trouvé ça déjà très à part dans le monde du jeu vidéo, parce qu'on est limite en train de lire un bouquin, on est en train de regarder un film ou une série. Et en fait, on va découvrir les choses en même temps que lui. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas au début le destin auquel est voué Yuna, ce destin tragique-là, et on va l'apprendre en même temps que lui. Et forcément, ces deux personnes-là sont dans un slow burn relativement insupportable, mais il y a quand même une histoire d'amour, ce qui est rare également dans les jeux vidéo où cette histoire d'amour est assumée. Il y a même une scène de bisous. Attention. Ah ouais, non mais c'est un ovni dans le jeu vidéo. Ça donne envie de jouer au jeu vidéo. Mais franchement, au pire, regarde juste les cinématiques, tu vas kiffer. Mais il y a tout un truc qui se fait où forcément, ce qui devait arriver arriva. Il va se rebeller contre ça. Ils vont trouver une alternative pour briser un petit peu ce cercle vicieux et sans fin de l'invocatrice qui doit se sacrifier pour sauver le monde. Mais pour aller plus loin, parce que maintenant qu'il y a prescription, je vais aller au fond du spoil dans ce jeu vidéo-là. Ce Tidus qui nous vient de 1000 ans en arrière, on apprend que lui-même c'est un rêve, lui-même c'est une invocation. Et à la fin du jeu, Yuna est sauvée, il sauve le monde et lui il disparaît. C'est trop triste. C'est ultra triste. Mais ultra triste parce que lui, il disparaît, il commence à s'en rendre compte à la fin, comme on dit, on est dans sa tête, on voit qu'il se pose des questions, il y a des choses incohérentes par rapport à des flashbacks, et en fait on se rend compte qu'à la fin, tout simplement, sur une dernière étreinte, lui il disparaît comme si t'essaies d'attraper un fantôme, quoi. Ah mais c'est poignant à vivre, parce qu'en plus c'est sur des dizaines d'heures de jeu, donc la tâche au niveau des personnages elle est là depuis très longtemps, et c'est une histoire d'amour qui a tellement bouleversé, qui a tellement été injuste, qu'ils ont fait une suite qui s'appelle Final Fantasy X-2, et en fait c'est Yuna qui va reparcourir le monde à la recherche de Tidus pour le retrouver, et qui va réussir tellement ils ont aider tout ce monde-là à inciter les rêveurs à le faire revenir pour qu'ils puissent finir leur histoire d'amour. Donc on est dans le thème, les deux héros qui ont lutté contre leur destin, lui contre sa disparition et elle contre sa mort. C'était, moi j'ai jamais trouvé histoire plus aboutie, plus assumée dans l'histoire d'amour pour un jeu vidéo où tu fais quand même des combats. Moi ça a été un tournant dans ma vie de gamer et même ma vie tout court, où je me suis rendu compte que tu peux être un garçon justement et apprécier bien un jeu et que ça puisse se mélanger. C'est un jeu aussi auquel j'ai beaucoup joué avec ma cousine. Elle était très tractée aussi par l'histoire d'amour, moi j'étais très tracté par le côté jeu où tu combats des monstres, etc. Mais à l'image de ce que tu as cité avec Outlander, je pense que c'est un jeu qui a réussi à fédérer plusieurs populations, plusieurs gamers, parce qu'on y voyait tous un intérêt. Oui.
Et ça, c'était vraiment un très bon jeu. Et je trouve que c'est l'histoire d'amour qui imagine parfaitement cette romance qui va être plus fort qu'un destin tragique et plus forte que les difficultés, tout simplement. Ça me donne envie d'y rejouer. Faut que je fasse pour la la fin d'ailleurs. 25e fois. Mais oui, mais faut que je fasse la fin d'ailleurs. J'ai bien avancé, mais là j'étais pris dans mes quêtes annexes pour vous raconter un petit peu ma vie de gamer. Mais je pense que je vais pas tarder à faire la fin parce que j'ai besoin de ma dose, tout simplement. On va pouvoir se lancer dans notre quatrième et dernier ingrédient qui va sceller un petit peu tout ça. Parce que en toute fin, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'avec une belle histoire d'amour, avec toutes ces bonnes valeurs-là, notre protagoniste ou nos protagonistes, ils vont changer grâce à l'amour. Ils vont être transcendés, ils vont se bonifier, ils vont devenir une personne qu'ils n'auraient jamais pu devenir sans la force de tous ces sentiments-là. Et je pense qu'on a 2-3 trucs à dire. Ouais. Écoute, moi, pour parler de ça, j'ai choisi pour changer un roman, pour changer une fantaisie. Et en fait, je vais parler d'un roman qui est un spin-off d'un roman dont j'avais déjà parlé. Spin-off. Je sais pas si tu te souviens de Caraval. Bien sûr. Tu en as bien parlé avec beaucoup d'entrain. Ouais. J'adore cet univers-là et en fait, elle a fait un spin-off, une suite qui s'appelle « Il était une fois un cœur brisé ». Oula, alors ça n'a rien à voir en termes de titre. Alors en plus, moi, les spin-offs et tout ça, j'ai du mal. Donc j'espère qu'elle l'a manié avec soin. En fait, c'est ça qui est bien dans les univers un peu fantastiques, c'est qu'en fait, avec un spin-off, tu peux créer une histoire hyper différente parce que là, on était dans Caraval dans un monde qui s'apparentait presque à un cirque. Et là, sur Il était une fois un cœur brisé, tu vas vraiment voyager dans un univers, ils disent qu'il monte au nord, donc dans un univers un petit peu de glace, hyper fantastique aussi. Vraiment magique. D'accord. Et là, on va fantasy. Et là, on va suivre un personnage secondaire que j'ai adoré. Oui, t'es tout sourire en plus quand on parle. Qui est Jack, le roi de cœur. Le chasseur de géants. Ah non, pardon. Le roi de cœur. Et donc, Évangéline, qui est une héroïne toute gentille, toute mignonne. D'habitude, je déteste ces héroïnes, mais elle, je l'adore. Je la trouve trop chou et trop mignonne. Je l'avais déjà dû le dire dans un podcast. Et en fait, il va y avoir une histoire d'amour. On est vraiment là, on a un peu tous les ingrédients dont on a discuté au départ, à savoir que tous les opposent. Lui, c'est un méchant. Et elle, c'est une gentille, déjà, de base. On va avoir un slow burn, oui, parce que c'est pareil, à la base, le but, c'est pas du tout qu'ils soient ensemble. Il y a même un autre personnage qui est censé plutôt incarner l'être aimé pour Évangéline. Il va y avoir, bien sûr, des drames, et donc, notre cher cœur de glace, qui est Jack, va changer. Et c'est ça va ça devenir qui est... un chamallow. Non, pas tout du doux. tout. Alors, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas du tout un chamallow, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il évolue pour elle et par rapport à l'amour qu'il a pour elle. Et ça, c'est tout ce qu'on aime moi, en tout cas, c'est tout ce que j'aime dans une romance, c'est quand le personnage, alors si en plus il est méchant à la base et qu'il devient un peu gentil, mais que pour elle, c'est encore mieux. Donc, dommage que le Darkling, ça n'a pas été exploité parce que vraiment, quand je repense à ça... mais me reparle pas de lui. Ça a monté les nerfs. Il est nul, ce personnage. Je l'aime trop, mais c'est parce que tu n'as pas lu les livres. Mais même... alors, ça me donne pas envie, excuse-moi. Mais... j'adore ces personnages méchants qui, en fait, ont une facette positive en eux. Un bad boy, quoi. C'est un peu stéréotypé du bad boy. Ouais, c'est un peu stéréotypé du bad boy, complètement. Voilà. Alors que normalement, c'est pas trop mon style, mais là, oui, parce qu'ils j'aime sont pas de bad boy, parce qu'ils sont vrais méchants et ça a vachement plus de charisme et d'aura que le pauvre bad boy du lycée. Oui, un peu comme Rogue. Mais il va changer comment? Il va changer en quoi? Il va juste devenir un peu gentil ou ça va vraiment évoluer grandement? Non, il est connu pour ne pas avoir de cœur.
mais littéralement, D'accord. un cœur de pierre. Et en fait, on va sentir qu'il change, que normalement, il est méchant, mais méchant au possible. Il fait des farces même un peu méchantes, il jette des maléfices, il est vraiment un peu... il est vraiment un peu tordu. J'ai l'impression que tu me décris un petit lutin Oui, farceur. un peu. En fait, c'est un lépreux chauve. Il Mais fait des blagues. je vais pas spoiler, mais en gros, il va changer, bien correctement. Bah, tu vois, ça me fait énormément penser à un manga qui s'appelle Samurai Deeper Kyo, où le protagoniste principal, c'est un personnage qui s'appelle Kyo, aux yeux de démon, qui est juste un démon qui est là pour tuer des gens, pareil. Les Kyo, ils sont juste trop stylés Ouais, dans qui tous n'aime les, personne, il dans aime tous que les- lui, il en fait juste qu'à sa tête. Il va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Yuya, et bah forcément, ce qui devait arriver arriva. Il va y avoir tout un enchevêtrement de choses où elle va se faire kidnapper, il va aller la sauver, et petit à petit, il va affirmer haut et fort qu'il est amoureux d'elle, et elle va changer sa vie, il va s'ouvrir aux autres grâce à elle. Mm. Donc, très bon manga, d'ailleurs, ça dit en passant. Ah bah écoute, ça me donne envie de... Tu m'as parlé d'histoire d'amour, ça me donne envie de le lire. Ah non, mais en plus, c'est un manga qui a été aussi dessiné pour un public féminin, parce que c'est un manga de poseur. C'est-à-dire que tous les personnages, ils sont toujours dans des poses un peu sexy, un peu stylées. C'est très bien dessiné, c'est très bien amené avec un super chara design, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Ah bah je vais regarder alors. À lire avec assiduité. Cool, bon exemple, merci. Eh bah oui, et puis en plus l'univers vraiment cool. Hein. Puis moi j'aime bien Stéphanie Garber, j'aime bien ce qu'elle fait, donc On peut appeler je trouve Steph. que c'est... Ouais, Steph. C'était fou, Super si ce tu qu'elle nous fait. écoutes, continue ce que tu fais, on adore. Et tu peux venir participer quand tu veux. Merci. En tout cas, moi, je vais parler de quelque chose d'un peu plus... on parlait de drame, justement. Je vais parler d'un manga pour changer. J'ai l'impression de faire que ça. Mais au moins, on peut avoir des styles qui sont différents. Non, j'ai fait du jeu vidéo, j'ai fait de la série aussi. Donc, je ne suis pas trop resté campé sur mes positions. Je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Your Lie in April. Do you know what I mean? Yes, Ton I know. mensonge au mois d'avril. Hmm. Pour les non-anglophones qui nous écoutent. C'est un manga qui a été écrit dans les années 2010-2011, où on va voir en scène un jeune collégien, je crois, collégien ou lycéen, je ne sais plus, qui s'appelle Kosei, qui est depuis tout petit un grand prodige du piano, comme on a rarement vu. Ça fait partie des grands génies où tout ce qui touche fait une mélodie avec beaucoup de sentiments, de justesse. C'est la bête de concours. Tu l'emmènes à un concours de piano, il va tout fracasser tellement il est juste, il est précis, et c'est un vrai génie. Et malheureusement, ce Kosei va être stoppé net dans son ascension dans le monde de la musique par la mort de sa maman. Mort de sa maman qui va le traumatiser. Et il va créer un traumatisme qui va complètement l'empêcher de jouer. Il a perdu toute notion un petit peu de rythme, et je dirais même qu'il sait jouer, mais il a perdu toute âme et tout sentiment dans sa musique. Et pour tous les puristes, ils sentent le malheur, l'agressivité, le désespoir dans les notes, et ça fait de lui quelqu'un qui n'a plus du tout cette sensibilité qu'il pouvait avoir. Et on a un protagoniste qui va être complètement plongé dans son désarroi, dans sa tristesse et dans cette spirale où il n'arrivera pas à en sortir, jusqu'au jour où il va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Kaori, qui est une jeune femme qui est son opposé, parce qu'elle est pleine de vie, elle est exubérante, elle fait de la musique un petit peu qui est moins calculée. Lui, tu sais, c'était le métronome très précis. Elle, c'est la fille pleine de vie qui joue à l'instinct, qui est assez brute dans sa manière de faire, qui est violoniste. Et par la force des choses, ils vont se retrouver à se tirer vers le haut, et lui va retrouver goût de la musique grâce à elle. Je vous en dis pas plus parce que je pourrais spoiler, je pourrais reprendre tous les ingrédients qu'on a vus avec cette œuvre-là, mais c'est une belle œuvre, c'est une œuvre qui n'est pas réservée justement qu'aux amateurs de manga. Donc si vous voulez vous plonger dans une histoire d'amour qui est un peu plus profonde qu'un simple joueur de piano qui va redécouvrir la musique, c'est une belle œuvre à regarder, ça se regarde tout seul. De mémoire, c'est encore disponible sur Netflix, il me semble, parce que c'est là où je l'avais vu. Donc allez-y sans modération, parce que pour le coup c'est beau, et on a vraiment l'exemple de la personne qui va retrouver goût à la vie et qui va retrouver goût à sa passion par justement ses émotions, ses sentiments à l'égard de cette belle et jeune Kaori.
C'est beau ce que je dis. Oui. Oh là là, je vois que tu me dévores des yeux. Là, on n'est plus dans du slow burn, on est dans du fast burn. J'adore le style. Donc, on vous a concocté une 5e partie dans ce podcast parce qu'on a fait les 4 ingrédients qui sont montés en puissance du début de la rencontre, dans les difficultés, dans la montée en pression, en tension des sentiments jusqu'à on va dire la belle fin, la fin qui transcende. Et pour imager tout ça, on a envie de vous parler d'une œuvre, de faire un focus sur une œuvre parmi tant d'autres parce que c'est une œuvre qui fait beaucoup écho en nous avec Chaton. C'est une œuvre qui s'appelle Your Name. Pour moi, c'est là, on disait les meilleures histoires d'amour, les meilleures romances. Et Your Name, c'est la meilleure romance, même si le film n'est pas une romance. Ouais, le film est une romance, mais c'est tellement plein d'autres choses. C'est pas que une romance. La romance va être le fil conducteur, mais c'est quelque chose qui... Il y a du multigenre, on parlait d'œuvres qui pourraient faire plaisir à un public divers et varié. Your Name est totalement dedans. On a déjà les 4 ingrédients. Oui. Voilà. On a forcément des personnes qui sont complètement opposées. Oui. Opposées par leur caractère, opposées par leur situation, citadin, campagnarde, opposées par leur temporalité. Faut pas trop en dire. Mais on parlait d'espace-temps utilisés intelligemment. Et ça va jouer justement dans leurs différences, dans leur opposition. C'est la première fois que je trouve qu'il y a un slow burn qui est amené avec énormément d'originalité et de justesse parce que ils sont forcés de développer ça avec du slow burn. Oui. Ils sont forcés d'être patients. Ils sont forcés de se réfréner un petit peu dans leur envie d'en apprendre plus et de se rencontrer. Et en fait, c'est quand même une histoire d'amour sur 2 personnes qui ne se rencontrent jamais. Exactement. D'où l'originalité du slow burn. J'ai trouvé que c'était amené d'une main vraiment de maître. Alors, des difficultés du destin, en veux-tu, en voilà. Alors là, on n'en parle pas plus parce que ça fait partie du gros tournant justement de l'œuvre. Il se passe quelque chose qu'on n'anticipe pas et qui est juste génialissime et qui est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le croire. Et puis on a forcément des gens qui vont changer, qui vont se poser les bonnes questions et qui vont évoluer. Mais Your Name, c'est quelque chose qu'il faut voir. Franchement, je me suis rarement autant investi dans la mise en avant de quelque chose, mais si vraiment il y a un truc qu'il faut que vous fassiez, qu'il faut que vous voyez, c'est affranchissez-vous des préjugés qu'on peut avoir sur une romance, sur une œuvre basée autour d'une histoire d'amour. Ou des préjugés qu'on peut avoir sur un dessin animé dans l'univers. Exactement. Là, c'est pas du c'est Ghibli, de la japanimation. Mais c'est de la japanimation. Ouais. On peut l'assimiler à du Ghibli. T'as raison. Oui, mais c'est pas du Ghibli, mais c'est celui qui a fait Suzume. Ouais. Alors, je me suis pas renseigné plus que ça, mais il est vachement mieux que Suzume pour ceux qui ont vu Suzume. Suzume était déjà très bien, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais là, je suis d'accord avec toi. Nous, on l'a vu, on l'a revu, et parce qu'il date un petit peu. Il a 9 ans, ce film-là. Ouais. Il est sorti en 2016. On était passé un petit peu à côté. 2016, t'es sûr? Il est sorti en 2016. Ouais, regarde, on a notre poster ici là. C'est même août 2016. En fait, je triche parce qu'il est en face de moi. Il est même sorti en août 2016. Alors, j'arrive pas à traduire le japonais, donc je pourrais pas dire ce qu'il y a écrit dessus. Mais vraiment, allez-y sans appréhension. Ceux qui aiment la science-fiction, ils y trouveront leur compte. Ceux qui aiment les histoires d'amour, bien évidemment, ils y trouveront leur compte. Ceux qui aiment la tranche de vie, ils y trouveront leur compte. Ceux qui aiment le manga, ils y trouveront leur compte. Ceux qui aiment aussi le dynamisme, le côté school life, ils y trouveront leur compte, et l'action également. Il y a tout. Et puis il est magnifiquement fait. Ouais. Les images sont magnifiques, les musiques sont incroyables. Les musiques sont incroyables, la mise en scène est dingue. Ouais. C'est fait avec énormément de justesse. Et nous, on avait envie de faire ce podcast-là, mais on l'a fait à l'envers. C'est-à-dire qu'on a revu Your Name, et on s'est dit, il faut qu'on fasse un podcast le moment de la Saint-Valentin sur les histoires d'amour. Mais on s'est dit, bon, on va pas parler que de ça, on le gardera en conclusion, cerise sur le gâteau. Mais il imagine tous les propos qu'on vous a décrits avant. Et il est juste génial, donc regardez-le, vraiment. Si vous devez retenir qu'une seule chose à regarder, c'est ça. Voilà. Alors, oui. Mais on a dit des trucs sacrément intéressants parce qu'on est très intéressant en toute subjectivité. C'est le moment. Voilà, c'est vrai qu'on est vraiment particulièrement stylé. Et en tout cas, voilà, regardez-le. On vous fera passer quand même en commentaire sur notre Instagram
toutes les références qu'on a citées. Si vous voulez vous y retrouver, par exemple, vous avez écouté le podcast en voiture, on vous fera passer toutes les refs si vous voulez reprendre ça à tête reposée. Et je pense qu'on a fait un bon débrief. Ouais, et si vous pensez à des histoires d'amour auxquelles on n'a pas pensé mais que vous trouvez hyper chouettes, bah vous pouvez me les envoyer en commentaire parce que j'adore en avoir des nouvelles à regarder quelque ou à chose lire. qui vous a fait penser, vous voulez intervenir, vous avez quelque chose, vous étiez d'accord, vous étiez pas d'accord, vous voulez juste nous dire que c'est agréable de nous écouter, allez-y, faites ce que vous voulez. En tout cas, nous, on va conclure là-dessus. On a passé un bon moment, un moment plein de bons sentiments, un moment plein d'amour. Et en tout cas, on vous fait plein de gros bisous. On vous retrouve rapidement sur des thèmes peut-être un peu moins charmants, notamment un podcast en préparation avec notre ami Chichi qui va être un peu moins dans la romance, mais un peu plus dans l'horreur. Donc, on vous en dit pas plus. Mais en tout cas, c'était très très cool de faire une émission avec toi, chaton. Il faut qu'on en refasse plus souvent. Et en tout cas, on vous fait plein de gros bisous. Ouais, Bonne Saint-Valentin, chouette. plein d'amour. Bisous et à très bientôt. Cœur. Salut. C'était trop couette.